vous. Et j'appelle le professeur Amor de l'équipe de Madame Latip, de Radiologie de l'UNE, qui va nous parler de technologies nouvelles en phénologie. Merci beaucoup, professeur Mohsin. Je tiens à remercier le comité d'organisation de nous avoir invités pour vous faire cette présentation sur les innovations en imagerie et scénologie. Quand on m'a proposé ce sujet, la première question que je me suis posée, c'est de définir le mot innovation. Quand je ne comprends rien, je me dirige directement vers les Américains parce que eux, ils facilitent les concepts. Vous voyez qu'ils me donnent une formule qui est innovation égale invention qui multiplie commercialisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'innovation si l'invention n'est pas commercialisée. On sait très bien qu'au Maroc, on a plusieurs inventions, mais malheureusement, qui ne sont pas commercialisées. Il y a un décalage. Donc, dans le domaine d'imagerie médicale, on a 3 catégories, soit des innovations technologiques, informatiques ou organisationnelles. Aujourd'hui, on va se focaliser sur tout ce qui est technologie, en particulier la tomosynthèse et la macrobiopsie. À titre informatif, on est le seul centre public qui réalise actuellement la macrobiopsie sous tomosynthèse. Et j'en profite de l'occasion pour remercier la fondation et la direction de l'hôpital au nom de M. Belhassan. Donc, il y a toujours ce décalage, donc je ne vais pas vous bombarder par tout ce qui est base physique pour bien comprendre la tomosynthèse. Pour vous faciliter la compréhension, donc, on va la comparer à un scanner. Donc, on a passé du radiographie standard au scanner à l'imagerie 3D. La même chose, mammographie 2D, tomosynthèse, c'est l'équivalent d'un scanner. La seule différence, donc vous avez ici le tube, le sein et le détecteur. Donc, pour réaliser une mammographie 2D, le tube va émettre des rayons X et il va rester immobile, il ne va pas bouger. Mais dans la tomosynthèse, le tube va réaliser des mouvements de rotation avec des angles qui sont bien précis et ils diffèrent d'un constructeur à l'autre. Donc, vidéo s'il vous plaît. Donc, pour mieux comprendre la technique, le manipulateur va essayer de choisir l'acquisition. Donc, on va réaliser une acquisition de face et une acquisition oblique. On va voir la rotation du tube. Donc, pour notre constructeur, il réalise des angles de moins 15 degrés, plus 15 degrés. Donc, vous voyez très bien le tube ici, qui va réaliser des mouvements de moins 15, plus 15 degrés, afin d'obtenir des images 2D qu'on va reconstruire pour obtenir les images 3D. Donc, je passe sur la vidéo. Donc, quel est l'apport de cette technique? Pourquoi on a opté à développer cette technique? Parce qu'elle permet une meilleure détection des organisations architecturales, une meilleure détection des lésions suspectes des seins denses. Un sein dense est un sein qui est blanc, et le cancer, il est blanc. Blanc sur blanc, ça rend la tâche difficile pour le radiologue pour détecter le cancer, et ça permet une meilleure analyse des contours pour différencier entre un cancer et une lésion bénigne. Il est primordial d'analyser le contour. On va voir par la suite quelques exemples. Donc, quelle est la place de ces techniques dans le diagnostic? Donc, on a 2 volets, les anomalies radiologiques et les anomalies cliniques. Là, c'est lorsqu'on a une femme qui se présente avec une masse palpable et qu'à la mammographie 2D, on ne trouve rien. Donc, comme anomalie radiologique, nous avons les masses, les asymétries, les distorsions et les microcalcifications. Commençons tout d'abord par les masses. Donc, comme je vous ai dit, donc, la masse, c'est une lésion qui occupe un volume. Si je réalise une mammographie 2D, j'arrive à suivre les contours en 2D. Vous voyez bien, les contours sont nets. Par contre, en tomosynthèse, je vois ici que c'est flou. Et donc, pour nous, c'est une lésion suspecte. Donc, je vais upgrader ma lésion et je vais la considérer comme suspecte. Et en l'occurrence, c'était un cancer ici. Deuxième exemple, avant, qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait des clichés localisés. Qui dit cliché localisé dit irradiation de plus. Et donc, actuellement, cette tomosynthèse va nous permettre de supprimer cette incidence-là et par conséquent, réduire la dose. Après les masses, on a les asymétries. C'est une lésion qui est visible sur 1 ou 2 incidences. Le principal défi, c'est de différencier
entre un cancer et la superposition ou les images construites. Je vous montre tout de suite un exemple. Donc là, vous avez une lésion qui présente des prolongements. En imagerie, à chaque fois qu'on a des prolongements, on suspecte un cancer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va affoler la patiente, on va lui dire, madame, vous avez probablement une lésion suspecte qui nécessite une biopsie. Mais avec la tomosynthèse, vous allez bien comprendre que la lésion, on la schématise ici. Puisque là, c'était en 2D, on a une seule image. Mais en tomosynthèse, on aura plusieurs images. On va pouvoir dissocier cette lésion. Vous voyez très bien sur ces différentes images, il s'agissait juste des lignes glandulaires, c'est des fibres glandulaires, et donc une lésion qui est construite. Donc il n'y avait rien au niveau du sein, ce n'est pas une lésion maligne. C'est grâce à la tomosynthèse qu'on a pu écarter le diagnostic de cancer. La même chose, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On est obligé d'irradier encore plus, réaliser un cliché de compression localisée. On voit très bien que la lésion a disparu après cette incidence, mais le problème, c'est l'irradiation. Pour ce qui est des distorsions architecturales, donc ça, c'est le maître symptôme. Il y a une notion importante à reconnaître, c'est les images tomo-only. C'est quoi? C'est des lésions qu'on va voir uniquement à la tomosynthèse. Et ça représente malheureusement 10% des cancers. Donc si on ne dispose pas de tomo, on peut passer à côté de 10% de cancers. Je vous montre des exemples. Donc là, vous avez une mammographie 2D. Donc si je veux interpréter moi en tant que radiologue, je peux dire est-ce qu'il y a une lésion ici ou là. Donc j'en suis pas sûr, mais je suis sûr et certain que vous allez voir la lésion en tomosynthèse. Donc elle est là. Il s'agissait bel et bien d'un carcinome canalaire. Un autre exemple. Donc là, j'interprète ma mammographie. Je ne vois rien. Ce qui m'inquiète, c'est le mamelon. J'ai une petite rétraction du mamelon. Est-ce qu'il y a un cancer dedans? Bon, je ne vois rien. Je complète par la tomo. Je vois une lésion ici. Heureusement, c'était une lésion bénigne, un type de cicatrice. Donc, pour ce qui est des microclassifications, la tomo n'a pas une grande place. Elle permet de mieux détecter, mais on est obligé toujours de compléter par un agrandissement. Donc, après le volet radiologique, on passe aux anomalies cliniques. Donc là, comme je vous ai dit, on a une patiente qui a une masse palpable, on fait la mammo 2D, on ne trouve rien. Est-ce qu'on va rassurer la patiente? Non. Les études ont montré que la tomosynthèse a une meilleure spécificité et sensibilité pour la détection des lésions qui sont cliniquement palpables et qui ne sont pas visibles à la mammographie. Vous voyez ici un exemple, je réalise ma mammo 2D. Je peux dire est-ce qu'il y a une lésion ici ou pas, je ne suis pas sûr. Je complète par la tomo, je vois la distorsion. On a dit distorsion, c'est l'indication majeure. Je complète par une IRM, vous voyez très bien le cancer qui est là. Et c'était un carcinome lobulaire. Après la technique diagnostique qui est la tomosynthèse, on passe à la deuxième innovation qui est la macrobiopsie sous tomosynthèse. Donc, les principales indications de cette technique, c'est les microclassifications ACR4 et ACR5 et les lésions. On a parlé de ces lésions-là, les lésions tomo-only, qui sont visibles uniquement à la tomosynthèse. Donc, ça, on a déjà parlé de ça, ça représente 10% des cancers. Donc, on dispose de deux types d'équipements, soit un système embarqué, soit une table dédiée. Notre service dispose de ce système embarqué. Donc, de préférence, il faut positionner la patiente en position décubitus latérale pour éviter les malaises vagales. Et donc, on aura deux types d'abord, soit un abord vertical, soit un abord horizontal, en fonction de l'indication. Donc, c'est une technique qui est facile, donc elle nécessite uniquement un équipement qui est dédié. Donc, elle ressemble à la technique de 2D sous stéréotaxie. L'avantage, c'est qu'elle permet de réduire la dose. Donc, avec la biopsie stéréotaxique, on était obligé de faire plusieurs clichés et d'irradier encore plus nos malades. Et elle permet aussi un gain de temps. Et c'est une technique d'apprentissage facile. Donc là, on commence par repérer notre lésion. On voit ici un foyer de microclassification. Et ça nous aide aussi, cet agrandissement-là, de visualiser un vaisseau qu'on doit éviter au moment du geste. Après, on va réaliser un ciblage. Donc, on va cibler notre lésion. La machine va nous donner automatiquement les trois coordonnées dans l'axe X, Y et Z, puisque c'est une acquisition volumique.
On va faire une anesthésie locale, introduire notre aiguille, mais avant de lancer le tir, il faut s'assurer qu'on est en regard de la lésion cible. Donc vous voyez ici qu'on a réalisé une acquisition juste après l'introduction de l'aiguille pour s'assurer qu'on est bel et bien en regard de foyer de microcalcification. Ici, un schéma pour vous expliquer le principe de biopsie. Quand on introduit notre aiguille, on va se situer derrière la lésion qui est là et on va ouvrir notre fenêtre de biopsie qui va s'ouvrir et se fermer pour grignoter la lésion et la récupérer grâce à ce système d'aspiration dans une canule. Donc on voit ici la canule qu'on va étaler sur des lames. Il est obligatoire de la radiographier. Pourquoi? Pour être sûr qu'on a récupéré les microcalcifications qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'on était efficace. Et il est primordial à la fin de la procédure de laisser en place un clip pour guider le chirurgien s'il s'agissait d'un cancer à l'anapate. Donc ici, c'était notre première biopsie réalisée par mon maître, professeur Latib. On l'a assisté, moi et Dr Jerkik, avec les techniciens Mariam et Khadija. En fait, c'est une technique qui est facile. Il suffisait d'une seule biopsie pour apprendre la technique. On est devenu autonome par la suite après cette biopsie. La difficulté de cette biopsie, c'est qu'on avait un petit foyer qui est superficiel et qui est au contact de la plaque aréolo-mamelonnaire. On sait très bien que cette zone, elle est très douloureuse. Donc la première contrainte, c'est ça. La deuxième, c'est, on a parlé tout à l'heure de la fenêtre. Donc si j'ouvre ma fenêtre ici, je risque de traumatiser la peau. Donc Madame Latib, elle a fait une petite ouverture pour récupérer le foyer. Et quand on a contrôlé nos carottes, on voit très bien les microcalcifications ici. Et j'en profite de l'occasion pour remercier Madame Rennossi, parce que grâce à elle, il nous a répondu en 2 jours, si je me rappelle bien. Ça nous a encouragé à avancer, à faire d'autres biopsies. Donc, pour la macrobiopsie, en la comparant à la biopsie sous stéréotaxie qu'on faisait avant, c'est une technique qui est facile. L'apprentissage aussi, il est facile. Comme je vous ai dit, on a appris la technique rapidement. La durée, elle est réduite. Et aussi, la réduction des doses, parce qu'on n'est pas obligé de faire plusieurs clichés. En conclusion, donc, on peut dire que la tomosynthèse est une technique innovante. Les principales indications, la dispersion et l'image tomo en lit. Retenez bien ce chiffre de 10%. La macrobiopsie sous tomosynthèse, c'est une technique qui est indiquée en cas de microcalcification et en cas d'image tomo en lit. C'est une technique qui est moins irradiante avec un gain de temps. Je vous remercie. Merci, M. Omar, de cet exposé qui est très clair.